Bonsoir. Ce soir, un nom circule dans toutes les analyses militaires et diplomatiques du Moyen-Orient. Un nom que le grand public connaissait à peine il y a encore quelques heures. Nevatim. Une base aérienne israélienne située dans le désert du Negev. Et selon l'Iran, cette base stratégique aurait été visée par une frappe de missiles. Alors évidemment, la première question que tout le monde se pose est simple. Que s'est-il réellement passé? Mais dans les crises internationales, la question la plus importante n'est presque jamais seulement celle des faits. La question essentielle est toujours celle du message. Parce que lorsqu'un État affirme avoir frappé une base militaire stratégique d'un autre État, cela dépasse largement l'événement lui-même. Cela devient un signal. Un signal militaire. Un signal politique. Et parfois même un signal destiné à redéfinir les limites d'une confrontation déjà extrêmement tendue. Et ce soir, ce signal mérite d'être analysé avec beaucoup d'attention. Pour comprendre ce qui se joue réellement derrière cette revendication iranienne, il faut prendre un peu de recul. Depuis plusieurs années maintenant, la rivalité entre l'Iran et Israël s'inscrit dans une confrontation complexe. Une confrontation qui n'est pas toujours directe. Elle se manifeste souvent par des opérations indirectes, des actions clandestines, des frappes attribuées, et une guerre d'influence qui s'étend bien au-delà du simple champ militaire. Dans ce type de rivalité stratégique, chaque camp cherche à affaiblir l'autre sans déclencher une guerre ouverte. Mais ces derniers mois, certains signaux montrent que cette dynamique pourrait évoluer. Les actions deviennent plus visibles. Les messages plus explicites. Et certaines cibles prennent une dimension beaucoup plus symbolique. Dans ce contexte, la base aérienne de Nevatim n'est pas simplement une infrastructure militaire parmi d'autres. C'est un élément important du dispositif stratégique israélien. Et lorsque l'Iran affirme avoir visé une installation de ce type, cela attire immédiatement l'attention des analystes militaires. Parce que dans les confrontations modernes, le choix de la cible révèle souvent beaucoup plus que l'attaque elle-même. Il révèle l'intention stratégique. Il révèle les capacités que l'on cherche à démontrer. Et parfois même la direction que pourrait prendre la crise. Pour comprendre la portée de cette revendication iranienne, il faut d'abord regarder la cible elle-même. Car toutes les bases militaires ne se valent pas. Certaines installations jouent un rôle relativement limité dans le dispositif d'un pays. D'autres, en revanche, deviennent des points névralgiques, des centres autour desquels s'organise une grande partie de la puissance militaire. Nevatim appartient clairement à cette seconde catégorie. Située dans le désert du Negev, dans le sud d'Israël, cette base aérienne est l'une des installations les plus importantes de l'armée de l'air israélienne. Au fil des années, elle a été modernisée, agrandie et adaptée pour accueillir certaines des capacités aériennes les plus avancées du pays. Mais pour comprendre pourquoi cette base est si importante, il faut rappeler une réalité fondamentale de la stratégie militaire moderne. Dans les conflits contemporains, la maîtrise du ciel reste l'un des facteurs les plus déterminants. Celui qui contrôle l'espace aérien possède un avantage stratégique immense. Cela permet de surveiller les mouvements adverses. Cela permet de frapper rapidement et à distance. Cela permet aussi de dissuader un adversaire d'engager certaines actions. Et dans certains cas, cela permet même d'éviter une confrontation terrestre prolongée. Dans une région comme le Moyen-Orient, où les équilibres militaires sont particulièrement sensibles, cette capacité de projection aérienne joue un rôle central. Les bases aériennes modernes ne sont donc pas seulement des pistes d'atterrissage. Elles deviennent des centres opérationnels. Des plateformes logistiques. Des hubs stratégiques à partir desquels peuvent être lancées des opérations qui influencent l'équilibre militaire de toute une région. Nevatim est précisément l'un de ces hubs. C'est une base conçue pour soutenir des missions complexes. Une base capable d'accueillir des appareils modernes et de maintenir une activité opérationnelle élevée. Et dans ce contexte, le simple fait de citer cette base dans une revendication militaire attire immédiatement l'attention des stratèges. Parce que viser une base comme celle-ci, même symboliquement, ce n'est pas un geste anodin. C'est envoyer un message. Un message qui dépasse largement la dimension technique de l'attaque. Ce message dit quelque chose de très simple. Il dit, nous savons où se trouvent les infrastructures les plus sensibles. Et surtout, il dit, nous voulons montrer que ces infrastructures ne sont pas totalement hors de portée. Dans une confrontation stratégique, ce type de signal peut parfois peser autant que l'impact militaire lui-même. Parce que la dissuasion ne repose pas uniquement sur la destruction. Elle repose aussi sur la perception des capacités. Si un adversaire croit que certaines installations sont vulnérables, même partiellement, cela peut modifier ses calculs stratégiques. Cela peut l'amener à renforcer ses défenses. À modifier ses plans. Ou à redéfinir certaines lignes rouges. C'est précisément pour cette raison que le choix de la cible est si important dans les confrontations modernes. Et dans ce cas précis, le choix de Nevatim n'est probablement pas le fruit du hasard. Il s'inscrit dans une logique beaucoup plus large. Une logique où chaque frappe devient aussi un message stratégique. Et c'est ce message que nous allons continuer à analyser. Maintenant, pour comprendre ce qui se joue réellement derrière cette frappe revendiquée, il faut regarder la stratégie iranienne dans son ensemble. Car dans les relations internationales, et particulièrement dans les confrontations militaires indirectes, une frappe n'est presque jamais un événement isolé. Elle s'inscrit dans une logique. Une logique politique. Une logique militaire.
Et souvent aussi une logique psychologique. Lorsqu'un État revendique une attaque contre une cible stratégique, il ne s'adresse pas uniquement à son adversaire direct. Il parle aussi à plusieurs audiences en même temps. Il parle à son opinion publique. Il parle à ses alliés. Il parle aux puissances internationales qui observent la situation. Et surtout, il parle à son adversaire. Dans ce cas précis, la revendication iranienne semble répondre à plusieurs objectifs stratégiques. Le premier est évidemment la démonstration de capacité. Depuis plusieurs années, l'Iran investit massivement dans le développement de capacités balistiques. Des missiles capables de parcourir plusieurs centaines, parfois plusieurs milliers de kilomètres. Ces capacités sont devenues l'un des piliers de la doctrine militaire iranienne. Parce que contrairement à certaines grandes puissances, l'Iran ne dispose pas d'une force aérienne capable de rivaliser directement avec les armées occidentales ou israéliennes. Sa stratégie repose donc largement sur d'autres moyens. Les missiles, les drones et les réseaux d'alliés régionaux. Dans cette logique, chaque frappe revendiquée sert aussi à démontrer que ces capacités existent réellement. Qu'elles peuvent être utilisées. Et qu'elles peuvent atteindre des cibles sensibles. Mais il existe un deuxième objectif. Un objectif politique. Dans une confrontation où chaque camp cherche à préserver sa crédibilité stratégique, il est essentiel de montrer que l'on peut répondre aux actions adverses. Or, depuis plusieurs années, Israël est régulièrement accusé par l'Iran d'avoir mené ou soutenu des opérations contre ses intérêts dans la région. Dans ce contexte, une frappe revendiquée peut être présentée comme une réponse. Une manière de dire « nous ne restons pas passifs ». Nous avons les moyens de réagir. Et nous sommes prêts à le montrer. Mais il existe aussi un troisième niveau d'analyse. Un niveau plus subtil. Un niveau psychologique. Dans les rapports de force internationaux, la perception joue un rôle immense. Parfois même plus important que la réalité matérielle. Si un pays parvient à convaincre son adversaire qu'il possède la capacité de toucher certains points sensibles, alors il modifie déjà l'équilibre stratégique. Même si les dégâts réels restent limités. C'est ce que les analystes appellent parfois la dissuasion par démonstration. L'objectif n'est pas nécessairement de détruire. L'objectif peut être simplement de prouver que l'on possède la capacité de le faire. Et dans une confrontation où chaque camp surveille attentivement les signaux envoyés par l'autre, ce type de démonstration peut avoir un impact important. Parce qu'à partir du moment où une capacité est démontrée, même symboliquement, l'adversaire doit en tenir compte. Il doit adapter sa posture. Il doit renforcer certaines défenses. Et parfois même revoir certains scénarios militaires. C'est précisément pour cette raison que les revendications militaires jouent un rôle aussi important dans les crises internationales. Elles ne décrivent pas seulement ce qui s'est passé. Elles cherchent aussi à influencer ce qui pourrait se passer ensuite. Et dans ce contexte, la revendication iranienne concernant Nevatim n'est probablement pas seulement une déclaration. C'est aussi un message stratégique. Un message destiné à rappeler que dans cette confrontation régionale, les lignes de portée et les capacités de frappe font désormais partie intégrante de l'équilibre du rapport de force. Et c'est ce rapport de force que nous devons maintenant examiner sous un autre angle. Celui des défenses israéliennes face à ce type de menace. À ce stade de l'analyse, une autre question s'impose naturellement. Si une base stratégique comme Nevatim est mentionnée dans une frappe revendiquée, qu'est-ce que cela signifie réellement pour les capacités de défense israéliennes? Car Israël possède aujourd'hui l'un des systèmes de défense antimissiles les plus sophistiqués au monde. Un système construit au fil des années pour répondre à une réalité géopolitique particulière. Israël est entouré d'acteurs régionaux qui disposent, pour certains, d'arsenaux de roquettes, de missiles ou de drones capables de frapper son territoire. Face à cette menace, le pays a développé une architecture de défense multicouche. Une architecture qui combine plusieurs systèmes complémentaires. Certains sont conçus pour intercepter des roquettes de courte portée. D'autres pour intercepter des missiles de croisière. D'autres encore pour intercepter des missiles balistiques. Cette architecture repose sur une idée simple. Aucune défense n'est parfaite. Mais en multipliant les couches de protection, on augmente considérablement les chances d'interception. Cependant, même les systèmes les plus avancés doivent faire face à une réalité incontournable de la stratégie militaire moderne. La saturation. Dans un scénario de saturation, un adversaire ne cherche pas forcément à lancer un seul projectile précis. Il peut chercher à lancer plusieurs projectiles simultanément. L'objectif est simple. Tester les limites du système de défense. Si plusieurs missiles arrivent en même temps, les défenses doivent décider lesquels intercepter en priorité. Et même un système très performant peut être confronté à un moment où la quantité de menaces dépasse sa capacité d'interception instantanée. C'est précisément pour cette raison que les analystes militaires observent chaque attaque avec une attention extrême. Ils cherchent à comprendre plusieurs éléments. Combien de missiles ont été tirés? Combien ont été interceptés? Et surtout, quels dégâts réels ont été observés? Car ces informations permettent de mesurer la robustesse réelle d'un système de défense. Et dans une région comme le Moyen-Orient, où plusieurs acteurs disposent désormais de capacités balistiques importantes, ces données deviennent extrêmement précieuses. Mais il faut aussi rappeler une chose importante.
L'objectif d'un système de défense antimissile n'est pas nécessairement d'intercepter absolument toutes les menaces. L'objectif est de réduire drastiquement l'impact d'une attaque, de protéger les infrastructures critiques et de maintenir la capacité opérationnelle du pays. Dans ce contexte, même si quelques projectiles parviennent à atteindre leur cible, cela ne signifie pas nécessairement que le système de défense a échoué. Cela peut simplement signifier qu'il a absorbé une grande partie de l'attaque. Et c'est précisément cette logique qui guide aujourd'hui la stratégie défensive israélienne. Une stratégie fondée sur la résilience. La capacité à continuer de fonctionner même sous pression. La capacité à absorber des attaques tout en maintenant l'activité militaire et économique. Mais ce type d'attaque, revendiquée ou non, possède aussi une autre dimension. Une dimension psychologique. Parce que dans les conflits modernes, la perception de la vulnérabilité peut être aussi importante que la vulnérabilité elle-même. Si un adversaire parvient à créer l'impression que certaines installations peuvent être touchées, cela peut avoir un effet sur la perception du rapport de force. Et c'est précisément pour cette raison que chaque attaque devient immédiatement un objet d'analyse stratégique. Car au-delà de l'impact matériel, ce qui compte aussi, c'est la manière dont cet événement est interprété. Par les gouvernements, par les alliés et par les adversaires. Et c'est là que nous entrons dans une autre dimension du conflit. Une dimension qui dépasse largement le champ militaire. La bataille du récit. La bataille de la communication stratégique. Parce que dans les crises modernes, la guerre ne se joue pas seulement sur le terrain. Elle se joue aussi dans la manière dont les événements sont racontés. À ce stade de l'analyse, il faut comprendre une chose essentielle. Dans les crises internationales modernes, les missiles ne sont plus les seules armes. Il existe une autre dimension du conflit. Une dimension qui se joue presque en temps réel. La bataille du récit. La bataille de la perception. Car aujourd'hui, chaque événement militaire est immédiatement accompagné d'une guerre de communication. Chaque camp cherche à imposer sa version des faits. Et cette bataille de l'information peut parfois avoir autant d'impact que l'événement militaire lui-même. Dans le cas de cette frappe revendiquée contre la base de Nevatim, cette dynamique est particulièrement visible. Du côté iranien, la communication vise à envoyer un message de puissance et de crédibilité. En revendiquant une frappe contre une base stratégique israélienne, l'Iran cherche à démontrer qu'il possède la capacité d'atteindre des cibles sensibles. Il s'agit d'un message destiné non seulement à Israël, mais aussi à toute la région. Un message qui dit « Nos capacités balistiques sont réelles. Elles peuvent atteindre des infrastructures importantes. Et elles peuvent être utilisées si nécessaire. » Mais ce message est également destiné à l'opinion publique iranienne. Dans un contexte régional marqué par de fortes tensions, les gouvernements cherchent souvent à montrer qu'ils sont capables de défendre leurs intérêts. La démonstration de capacité militaire devient alors un outil de légitimité politique. De l'autre côté, Israël adopte généralement une approche différente dans ce type de situation. La communication israélienne insiste souvent sur la résilience et la continuité des opérations. L'objectif est de montrer que les infrastructures critiques continuent de fonctionner. Que les systèmes de défense ont rempli leur rôle. Et que la capacité militaire du pays reste intacte. Cette stratégie de communication répond elle aussi à une logique précise. Elle vise à éviter toute impression de vulnérabilité. Car dans les rapports de force internationaux, la perception de la vulnérabilité peut avoir des conséquences stratégiques importantes. Si un adversaire croit qu'une infrastructure critique peut être neutralisée facilement, cela peut influencer ses décisions futures. C'est pour cette raison que chaque déclaration officielle est soigneusement calibrée. Chaque mot est pesé. Chaque information est diffusée dans une logique stratégique. Mais cette bataille du récit ne concerne pas uniquement les deux pays directement impliqués. Elle concerne aussi les acteurs internationaux. Les États-Unis. Les pays européens. Les puissances régionales. Tous observent attentivement ce type d'événement. Parce que ces signaux peuvent révéler l'évolution du rapport de force dans la région. Ils peuvent indiquer si une crise s'intensifie. Ou au contraire si certains acteurs cherchent simplement à envoyer un message de dissuasion sans franchir un seuil irréversible. Dans ce contexte, les images satellites, les analyses militaires et les déclarations diplomatiques deviennent rapidement des éléments centraux de l'interprétation de l'événement. Les gouvernements cherchent à comprendre ce qui s'est réellement passé. Quelle a été la portée de l'attaque? Quels dégâts ont été observés? Et surtout, quel message stratégique se cache derrière cette action? Car dans les crises internationales, les événements militaires ne sont jamais isolés. Ils s'inscrivent dans une dynamique. Une dynamique faite de signaux, de réponses et de contre-signaux. Et c'est précisément cette dynamique qui peut parfois déterminer la direction que prend une crise. Parce qu'à partir du moment où une frappe revendiquée entre dans l'espace public international, elle devient immédiatement un élément du rapport de force global. Et dans ce rapport de force, la perception peut être presque aussi importante que la réalité militaire. C'est ce qui rend ce type d'événement particulièrement sensible. Car au-delà des missiles, ce sont les interprétations qui peuvent influencer la suite. Et c'est précisément ce qui nous amène à la dernière question. La question la plus importante. Qu'est-ce que cet événement peut changer pour la suite de la crise? Alors à ce stade de l'analyse, une question devient inévitable.
Qu'est-ce que cet événement peut réellement changer? Parce que dans les crises internationales, toutes les frappes ne se valent pas. Certaines restent des épisodes isolés. D'autres deviennent des signaux qui marquent un tournant. Pour comprendre où se situe cet événement, il faut regarder la logique globale du rapport de force entre l'Iran et Israël. Depuis plusieurs années, cette confrontation repose sur un équilibre très particulier. Un équilibre fait de dissuasion, d'actions indirectes et de réponses calibrées. Chaque camp cherche à défendre ses intérêts. Chaque camp cherche à démontrer sa capacité de riposte. Mais chacun cherche aussi à éviter une guerre ouverte qui pourrait devenir extrêmement coûteuse pour toute la région. Dans ce contexte, les frappes revendiquées jouent souvent un rôle précis. Elles servent de signal stratégique. Un signal destiné à rappeler certaines capacités. Un signal destiné à redéfinir certaines lignes rouges. Et parfois un signal destiné à répondre à une action précédente sans provoquer une escalade incontrôlable. Mais lorsqu'une base stratégique comme Nevatim est mentionnée dans une revendication militaire, cela attire immédiatement l'attention des analystes. Parce que viser une infrastructure de ce type n'est pas un geste anodin. Cela signifie que certaines capacités de frappe peuvent atteindre des points sensibles du dispositif militaire israélien. Même si les dégâts réels restent limités. Même si l'attaque est en grande partie interceptée. Le simple fait de démontrer une capacité de portée peut modifier la perception du rapport de force. Et dans les relations internationales, cette perception peut parfois avoir des conséquences très concrètes. Elle peut influencer la manière dont les gouvernements évaluent leurs options. Elle peut influencer la manière dont les armées planifient leurs opérations. Et elle peut influencer la manière dont les alliés interprètent la solidité d'un dispositif militaire. Mais il existe aussi un autre élément important. La réaction. Parce que dans les crises internationales, un événement n'existe jamais seul. Il s'inscrit dans une chaîne d'action et de réaction. Chaque frappe appelle une réponse. Chaque démonstration de force peut entraîner une contre-démonstration. Et c'est souvent dans cette dynamique que les crises peuvent s'intensifier. Pour l'instant, plusieurs scénarios restent possibles. Le premier scénario est celui d'une démonstration de dissuasion. Dans ce scénario, l'Iran cherche principalement à envoyer un message. Un message destiné à rappeler ses capacités sans nécessairement déclencher une escalade majeure. Dans ce cas, la crise pourrait rester dans une logique de signaux stratégiques. Le deuxième scénario est celui d'une réponse calibrée. Israël pourrait choisir de répondre de manière ciblée, afin de rétablir un équilibre de dissuasion sans franchir un seuil qui entraînerait une escalade régionale. Ce type de réponse existe souvent dans les confrontations indirectes. Il permet de maintenir la crédibilité stratégique tout en limitant les risques d'embrasement. Mais il existe aussi un troisième scénario. Un scénario plus préoccupant. Celui d'une spirale d'escalade. Dans ce scénario, chaque camp pourrait être tenté d'augmenter progressivement le niveau de pression. Une frappe appelle une riposte. La riposte appelle une nouvelle réponse. Et progressivement, la crise pourrait dépasser le cadre des confrontations indirectes. Pour l'instant, il est encore trop tôt pour dire quel scénario prévaudra. Mais une chose est certaine. Lorsqu'une base stratégique comme Nevatim apparaît dans une revendication militaire, cela signifie que les signaux envoyés dans cette confrontation deviennent plus visibles. Plus directs. Et parfois plus risqués. C'est précisément pour cette raison que les analystes, les diplomates et les gouvernements observent ces événements avec une attention extrême. Parce que dans les crises internationales, ce ne sont pas toujours les grandes batailles qui changent l'histoire. Ce sont parfois les signaux envoyés dans les moments de tension. Et c'est exactement ce que représente cet épisode. Un signal. Un signal dont les conséquences dépendront désormais des décisions qui seront prises dans les prochaines heures ou les prochains jours. Alors au final, au-delà de la revendication elle-même, ce qui compte réellement dans cet épisode, c'est le signal qu'il envoie. Parce que dans les confrontations stratégiques modernes, les événements militaires ne sont presque jamais isolés. Ils s'inscrivent dans une dynamique. Une dynamique faite de démonstrations de force. De réponses calibrées. Et de messages envoyés à plusieurs niveaux. Ce qui rend cet épisode particulier, c'est la nature de la cible évoquée. Une base aérienne stratégique. Un élément important du dispositif militaire israélien. Et lorsque ce type d'infrastructure apparaît dans une revendication militaire, cela attire immédiatement l'attention des analystes. Parce que cela signifie que certains seuils symboliques sont testés. Cela signifie que certaines capacités sont mises en avant. Et cela signifie aussi que le rapport de force régional continue d'évoluer. Mais dans ce type de confrontation, il faut toujours garder une chose à l'esprit. Les crises internationales ne basculent pas toujours à cause d'une seule frappe. Elles basculent souvent à cause de la manière dont cette frappe est interprétée. Et surtout à cause de la manière dont les acteurs décident d'y répondre. C'est précisément pour cette raison que les prochaines réactions seront observées avec une attention extrême. Parce que dans les crises internationales, chaque décision peut envoyer un nouveau signal. Un signal de désescalade. Ou au contraire un signal d'escalade. Et c'est souvent dans ces moments-là que se dessine la suite de l'histoire. Si vous voulez comprendre les grandes crises internationales, les stratégies militaires et les rapports de force qui redessinent l'équilibre du monde, abonnez-vous à la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires, selon vous,
Cette frappe revendiquée est-elle un simple message stratégique, ou le signe que la confrontation entre l'Iran et Israël entre dans une phase plus dangereuse? Je lirai vos analyses.